Merci beaucoup. Alors, pour démarrer, peut-être, je souhaite remercier le professeur Dagnon qui m'a très gentiment invité pour présenter mes travaux devant vous. Je tiens également à le remercier pour la clarté de son exposé, la justesse de ses propos. Je pense que véritablement c'est un très bon point de départ sur lequel je vais pouvoir maintenant peut-être vous présenter des exemples de recherche un peu plus ciblées. Alors peut-être quelques mots de présentation pour vous dire qu'effectivement je ne suis pas médecin moi-même, je suis enseignant-chercheur à l'université dans le Grand Est, mais de l'autre côté du Grand Est, puisque c'est à Reims. Donc mon activité principale consiste à donner des cours à des étudiants, principalement en faculté de psychologie, puisque je me suis spécialisé en psychologie clinique, et puis aussi à faire de la recherche, et donc de la recherche scientifique. Il y a un laboratoire de psychologie à l'université de Reims, et c'est là que j'exerce depuis maintenant une vingtaine d'années. La thématique sur laquelle je me suis spécialisé, c'est l'évaluation des effets des interventions non médicamenteuses en santé mentale, et puis évidemment en particulier sur les troubles dépressifs, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai porté mon choix sur cette catégorie, sur cette famille de troubles psychiques. Juste un autre mot pour vous dire que depuis maintenant 3 ans, j'interviens en tant que référent scientifique pour une association qui est implantée ici dans le Grand Est, au démarrage à Nancy. Cette association s'appelle Je bouge pour mon moral. Vous avez d'ailleurs son président qui est présent parmi nous, qui est Frédéric Leroy, qui tout à l'heure a pris la parole. Et c'est une association dans laquelle on souhaite proposer à des gens qui sont en souffrance psychique des programmes d'activité physique encadrée, principalement de la marche nordique, mais maintenant il y a une diversification, on va dire, du panel d'activités physiques. On l'a un petit peu évoqué au travers des témoignages précédents, qui est vraiment un panel très large. On peut proposer beaucoup de choses pour bouger son corps. Et on a maintenant, je crois, un peu plus de 1500 personnes qui ont bénéficié de notre programme, avec des résultats que nous avons pu chiffrer entre avant et après leur participation et comparer, bien sûr, avec des personnes de profil identique, mais qui n'avaient pas suivi ce programme. Je laisserai peut-être plus tard Frédéric Leroy intervenir lors des questions, des échanges. Donc, je vais rapidement peut-être... Je ne sais pas si je peux passer la diapositive ou que vous pouvez m'aider à la passer. Ah oui, merci. Donc voilà la raison en fait pour laquelle je me suis plus particulièrement focalisé sur la famille des troubles dépressifs. Vous le voyez ici, c'est quelques chiffres qui indiquent que depuis 10 ans, et en particulier depuis la fin du confinement il y a 4 ans, quasiment 4 ans, oui c'est ça, il y a une explosion des chiffres concernant les troubles dépressifs, puisque la prévalence est passée d'environ 8 à 9% à 16 à 18% des gens qui présentent des symptômes dépressifs. Alors on va voir tout à l'heure que ce n'est pas juste être triste, hein, c'est bien plus que ça. Le professeur Dagnon en parlait tout à l'heure, hein, ça fait partie, les troubles dépressifs, des maladies psychiques qu'on peut qualifier de sévères. Donc c'est très invalidant. De plus, il y a parmi les symptômes, évidemment, et heureusement, ce n'est pas le cas de toutes les personnes souffrant de troubles dépressifs, mais il y a une complication possible qui est la crise suicidaire, avec évidemment toutes les conséquences que vous imaginez. Et là aussi, on a des chiffres qui sont assez inquiétants, qui sont fournis par les enquêtes qu'on appelle Coviprev, qui ont été lancées par Santé publique France à l'occasion du Covid, et qui interrogent régulièrement, toutes les 3 semaines environ, des panels d'environ 2 à 3 000 personnes en France métropolitaine, et qui nous permettent d'avoir comme ça une évolution, un regard en tout cas assez précis sur l'évolution de la santé mentale de la population française depuis le Covid. Et on voit que les chiffres concernant les pensées suicidaires est également à la hausse, largement par rapport à il y a une dizaine d'années, puisqu'on est aux alentours de 8-10%, avec parfois même des pointes qu'il y a eu à 12%. Et surtout chez les populations jeunes et les populations également seniors. Alors, je suis en train de reculer, d'accord, ok. J'arrive pas à faire avancer, en fait.
Voilà, merci. On peut encore avancer. Juste quelques mots pour dire qu'effectivement, c'est un choix très ciblé, puisque dans le monde de la maladie psychique, vous voyez qu'il y a à peu près une vingtaine de familles de maladies, et que les troubles dépressifs sont seulement une de ces maladies. Il y a évidemment les troubles anxieux. Adrien, qui témoignait tout à l'heure, au moment où je suis arrivé, parlait de son anxiété. Il y a les dysphories de genre, il y a bien évidemment les troubles neurocognitifs, avec les maladies démentielles et autres, les troubles des conduites alimentaires, les troubles d'usage de substances. Mais l'essentiel de ce que je vais vous raconter maintenant concernera les troubles dépressifs. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être avancer le diaporama? Merci. Donc je le disais, c'est tout à l'heure, être déprimé, enfin souffrir d'un trouble dépressif, c'est pas uniquement être triste. Alors évidemment, il y a ça. Avoir une humeur déprimée, être triste de façon importante pendant au moins 15 jours, c'est un des symptômes principaux. Mais vous le voyez, c'est accompagné par beaucoup d'autres choses. Alors une anédonie qui signifie l'incapacité des gens à ressentir du plaisir. C'est-à-dire que jadis, peut-être, ils appréciaient aller sortir au restaurant, aller voir un film au cinéma, et puis désormais, non. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir dans quoi que ce soit. Des difficultés de concentration, ça c'est un symptôme qu'on va appeler cognitif. Les gens ont du mal à maintenir leur concentration sur un film, sur la lecture d'un article de presse. Un discours profondément autodévaluatif ou autodépréciatif, c'est-à-dire que les gens s'estiment indignes, inaptes en tout, incapables. Évidemment, un pessimisme forcené, c'est-à-dire qu'on sent que les choses vont mal, mais surtout, on sait que ça ne va pas s'améliorer, voire même que ça va s'empirer. Je l'ai dit tout à l'heure, des idées suicidaires accompagnent assez régulièrement les états dépressifs sévères. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même régulier. Des problèmes physiques, somatiques qui concernent les difficultés d'endormissement, le réveil surtout très tôt le matin, ou au milieu de nuit avec l'incapacité à s'endormir, un manque d'énergie, une fatigue chronique, on va même aller jusqu'à l'asthénie, et puis des fluctuations lourdes dans l'appétit ou le poids. Alors je l'ai mis à droite, la durée minimale pour qu'on puisse parler de troubles dépressifs, de présence de ces symptômes, c'est 2 semaines, mais évidemment que la durée moyenne des épisodes dépressifs est plus longue. En général, c'est entre 6 mois et 1 an, en l'absence de traitement. Voilà. Ceci représente ce qu'on appelle la crise suicidaire, c'est-à-dire l'émergence progressive de flashs, puis d'idées récurrentes concernant des actes où on va se scarifier, où on va peut-être ensuite planifier la mise... on va mettre fin à ces jours et on va planifier des actes avec des projets concrets sur la date, sur le moyen qu'on va utiliser. Et ça émerge au fur et à mesure que les personnes se sentent prises au piège et n'arrivent pas à trouver de solution pour se sortir du piège dans lequel elles sentent qu'elles sont. Et cet ensemble-là qui culmine avec le passage à l'acte suicidaire, on appelle ça la crise suicidaire. Voilà. C'était juste un petit point par rapport à la terminologie que j'utiliserai plus tard. Alors, il y a évidemment un nombre de prises en charge important qui existent. On en a déjà largement parlé, mais les antidépresseurs font partie de cette prise en charge de première ligne que les médecins vont utiliser par rapport à des personnes qui présentent un tableau dépressif. Contrairement à ce que peut-être beaucoup d'entre vous pensiez avant, c'est assez efficace dans 2/3 des cas. Bon, alors il faut parfois essayer plusieurs molécules avant que ça fonctionne, mais quand même, il y a à peu près 2/3 des personnes, il y a une revue littérature de 2021 qui est sortie sur ce sujet en France, qui montre que les antidépresseurs aujourd'hui, surtout avec les molécules actuelles, sont globalement efficaces pour aider les gens souffrant de troubles dépressifs. Alors il y a un gros problème néanmoins. Alors, autre point aussi positif, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, il n'y a pas tellement de phénomène de dépendance avec un antidépresseur, ce qui est faux avec un anxiolytique, mais avec un antidépresseur, il n'y a pas de cet effet-là. Évidemment, alors je ne l'ai pas encore dit, mais ça c'est un problème quand même, mais les gens qui sont placés sous antidépresseurs ne vont pas ressentir immédiatement les effets favorables de leur traitement.
Il faut généralement attendre au moins 2, 3, 4 semaines, ça dépend des gens. Et ça, c'est un petit peu dérangeant, parce que une priorité d'une personne qui est en état de souffrance psychique, c'est d'aller mieux rapidement. Donc les gens, parfois, se sont découragés, surtout s'ils n'ont pas été informés que les bénéfices vont tarder à être ressentis. Il y a évidemment, face aux dépressions résistantes, c'est-à-dire aux états dépressifs qui ne sont pas soulagés par au moins 2 traitements médicamenteux bien conduits, on va avoir le recours à d'autres solutions, par exemple l'électroconvulsivothérapie, qu'on appelle la sismothérapie, qui se fait sous anesthésie générale et qui consiste à déclencher une crise d'épilepsie, en fait, en stimulant électriquement les 2 tempes. Parfois, on le fait en unitemporal, mais ça marche moins bien. Et on fait ça au début avec une phase d'attaque 2 fois par semaine. Donc, c'est des anesthésies générales courtes, mais quand même, ça laisse un peu de traces. Alors, une fois que ce traitement d'attaque est passé, généralement, au bout de 4, 5, 6 semaines, on espace les interventions. Ce sont des interventions courtes qui se font en ambulatoire, et c'est très efficace généralement pour les gens qui ont des dépressions résistantes. Il y a des effets secondaires assez indésirables, c'est les difficultés mnésiques. Les gens ont souvent des difficultés à ce niveau-là, c'est-à-dire se rappeler de ce qui s'est passé. Et ils ont aussi parfois quelques heures de désorientation, ils ne savent plus trop où ils sont. Voilà. Mais c'est réversible. On trouve aussi, évidemment, dans les cas de dépression résistante, des techniques qui sont invasives aussi. Là, c'est l'implantation d'électrodes qui viennent stimuler directement ce qu'on va appeler le faisceau médial du cerveau antérieur, c'est-à-dire grosso modo le cortex orbitofrontal, également des noyaux dopaminergiques qui se situent dans le mésencéphale. Et donc, pour cela, on implante des électrodes dans le crâne des gens avec un boîtier qui est un boîtier d'impulsion électrique, en fait. Et on applique un courant électrique à basse intensité, mais par contre, avec une fréquence élevée. Et les gens, on leur change leur boîtier. Ça dépend, généralement, c'est entre 3 et 6 ans, la durée de vie d'un boîtier. Avant l'échange. Et ça, c'est efficace aussi. Mais c'est invasif, bien sûr. Ça requiert une opération chirurgicale. La stimulation magnétique transcrânienne n'est pas invasive, la RTMS, on appelle ça comme ça. Ça a des effets démontrés sur la dépression également. Et ça consiste à faire des séances d'électrostimulation avec une bobine qu'on place au-dessus de votre crâne sur des zones du cortex qui sont particulièrement peu actives chez les personnes déprimées, ce qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est anormalement peu actif. On va le stimuler avec des impulsions électromagnétiques. Là aussi, c'est un traitement d'attaque généralement de 6 semaines à 2 séances par semaine, de 30 minutes, c'est indolore. Et puis, c'est assez efficace, qu'on arrive à un taux de rémission d'environ 30% chez les gens qui ont des dépressions résistantes, et une réponse clinique, c'est-à-dire une baisse d'au moins la moitié des symptômes chez une personne sur 2. Donc c'est assez encourageant. À Strasbourg, il y a Jacques Fouché qui fait ça. Il faut le savoir, dans beaucoup de pays, mais pas tellement en France, on va utiliser la cure de privation de sommeil chez les gens qui font des dépressions résistantes. Donc ça consiste à être hospitalisé, généralement le matin, vers 8h ou 9h du matin. Et puis ensuite, vous faites une journée normale. Et puis, on vous empêche de dormir la nuit qui suit. Vous êtes à l'hôpital, mais le personnel médical vous empêche de dormir. Et vous ressortez le lendemain en milieu d'après-midi. On vous demande d'aller vous coucher aux alentours de 19h, 20h. Si vous pouvez tenir un peu plus, c'est mieux. Et on ne sait pas encore vraiment expliquer pourquoi, mais ça fonctionne plutôt bien pour réduire les symptômes de dépression chez les gens qui ont une dépression résistante. Par contre, la durée d'efficacité est courte. C'est-à-dire que vous êtes soulagé pour à peu près 15 jours, 3 semaines, puis après, il faut recommencer. Voilà. Pour les personnes qui ont un tableau, qui présentent un tableau clinique qui constitue une urgence, par exemple des gens qui ont des actes suicidaires ou des pensées suicidaires ou qui sont dans une crise suicidaire, il y a la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle une hospitalisation de courte durée dans des unités qui sont, par exemple, moi je vois dans le département de la Marne, il y a une unité qui s'appelle l'unité d'hospitalisation temporaire. C'est à l'établissement public de santé mentale de la Marne et qui permet d'accueillir des gens dans des situations d'urgence, et en particulier les personnes qui ont une dépression sévère et qui font une crise suicidaire. Voilà, où là, on va effectivement les surveiller de très près et leur proposer des soins rapides qui ont une efficacité généralement plus
plus rapide que si on se contentait de prescrire des médicaments, en fait. Voilà, évidemment, pour finir, dans les soins qu'on propose aux gens, les thérapies comportementales et cognitives, les psychothérapies en règle générale, parce que maintenant, il y a un panel assez vaste. Il n'y a pas seulement les thérapies comportementales ou les thérapies cognitives, il y a aussi le mindfulness, il y a aussi l'hypnose, qui ont des résultats plutôt positifs par rapport à la prise en charge des gens souffrant de troubles dépressifs. Alors on en arrive maintenant, évidemment, c'est la raison quand même pour laquelle on est là réunis aujourd'hui, à présenter l'intérêt possible de l'activité physique pour la prise en charge de personnes souffrant de troubles dépressifs. Il y a effectivement depuis, on va dire, une quarantaine d'années maintenant, fin des années 80. Dans le domaine des sciences du sport, mais aussi de la psychologie clinique, puis de la psychiatrie, des travaux de recherche internationalement. On va y revenir là-dessus. Il y a quelques zones encore du globe dans lesquelles c'est pas le cas, mais globalement, dans les pays occidentaux, on a développé depuis une quarantaine d'années des travaux mesurant l'efficacité de l'activité physique auprès de gens déprimés. Pourquoi est-ce que ça a été fait ? Sur quel rationnel s'était développé ? On a un petit peu eu des témoignages tout à l'heure, des prises de parole qui indiquaient c'est parce qu'il y a des modifications sur différents circuits neurobiologiques dont on sait qu'ils sont altérés dans les troubles dépressifs. Alors ceci est exact. D'ailleurs, je reviens sur l'intervention du professeur Dagnon qui expliquait que depuis quelque temps, c'est vrai que c'est assez récent, on sait que la contraction musculaire produit une myokine qu'on appelle irisine et qui va favoriser effectivement la production d'un facteur de croissance neuronale qui s'appelle le BDNF. Et ça, c'est tout à fait important puisqu'on a au moins 2 régions dans le cerveau des personnes souffrant de dépression. Et ces régions, on sait qu'elles présentent une raréfaction, ou en tout cas une altération des circuits de neurones. Ces régions sont l'hippocampe et puis le cortex préfrontal. Et c'est vrai qu'avoir une production de BDNF qui permet la régénération des neurones et des synapses, c'est tout à fait pertinent sur le plan clinique. Et on peut se dire que c'est un peu pour ça que l'activité physique est utile. C'est tout à fait exact. Mais il y a d'autres causes. Je reviendrai sur ces pistes neurobiologiques un peu plus en détail tout à l'heure, mais vous voyez, par exemple, ici, j'ai amené un modèle qui a été proposé par des collègues en 2021 et qui explique que l'activité physique, elle permet aussi d'aller mieux pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que, par exemple, ça va limiter les pensées intrusives négatives. Beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques ont des pensées intrusives négatives. Alors, pour les personnes qui souffrent de troubles dépressifs, ces pensées intrusives, c'est-à-dire qui vont s'imposer à la conscience, c'est je suis nul, j'arrive à rien. Personne ne porte d'intérêt à ce que je fais parce que je suis mauvais dans ce que je fais de toute façon. Ça ne sert à rien, je ne vois pas pourquoi je continue. Ce type de pensée intrusive, on le sait que ça peut être limité lorsque la conscience elle est prise par d'autres activités, elle est entre guillemets court-circuitée par d'autres activités, et en particulier lorsque la conscience est débordée par des sensations, les sensations physiques. Évidemment, on peut agir sur des sensations physiques en faisant de l'activité physique. Donc, les entrées sensorielles étant démultipliées lorsque vous faites une activité physique, quelle que soit l'activité physique, surtout d'ailleurs si c'est de la danse, j'entendais parler tout à l'heure de personnes qui font de la danse, on a à la fois le rythme, la musique, les sensations physiques de l'effort qu'on est en train de faire, et ça permet de limiter la quantité de ressources de votre conscience que vous allez consacrer à penser au fait que vous êtes mauvais dans dans votre vie en général. Donc, on a ici une première explication proposée qui est celle de dire que faire de l'activité physique, tout le temps on va la faire en tout cas, ça va nous éviter d'avoir des pensées intrusives négatives qui sont quand même dérangeantes et parfois même qui déclenchent parfois aussi les problèmes de santé mentale. Alors, il y a une autre piste qui est envisagée, je parle de celle que vous voyez ici en bas à gauche, c'est que faire de l'activité physique, ça se fait généralement avec d'autres personnes et que ça va permettre de renouveler ou peut-être de découvrir des nouvelles stratégies de faire face.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle les stratégies de faire face en psychologie? C'est en fait, les stratégies de faire face, c'est tout ce que vous, ou ce que moi aussi, hein, on fait pour affronter les petits tracas de notre vie quotidienne ou les gros tracas de notre vie quotidienne. On sait que chez les personnes qui ont des troubles de santé mentale, le répertoire des stratégies de faire face est habituellement peu développé et surtout peu adapté. C'est toujours les mêmes stratégies qu'ils mettent en œuvre. Par exemple, la procrastination. Ouais, je verrai demain, si j'ai le temps. J'évite de penser au problème parce que c'est trop stressant. Bon, ça, c'est pas très bon. Et c'est surtout pas adapté dans beaucoup de situations. Alors, quel est l'intérêt du coup de l'activité physique par rapport à ce point? C'est que quand vous êtes avec d'autres personnes, la discussion se fait relativement facilement, surtout que l'environnement est relativement peu médicalisé quand on fait de l'activité physique. On n'est pas avec un médecin, on n'est pas dans un environnement qui fait penser non plus à un cabinet de psychothérapie. On est juste avec des gens qui font la même chose que vous, éventuellement un moniteur. On essaye de suivre ce que le moniteur d'activité physique nous demande de faire. Et ça facilite les interactions les uns avec les autres. Et en discutant les uns avec les autres, on découvre que ah bah oui, ça, j'avais pas pensé. Peut-être que je pourrais faire comme ça pour affronter mes problèmes. Parce que la personne avec qui je viens de parler, c'est ce qu'elle a fait. Et puis ça lui a été profitable. Donc, ça aussi, c'est une des raisons qui ont amené mes collègues à penser que faire de l'activité physique pouvait aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je termine pas encore, mais juste un petit mot rapide pour vous, si c'est possible de revenir à la diapo précédente. Merci. Juste un mot par rapport au sentiment d'efficacité personnelle. Là aussi, le témoignage d'Adrien tout à l'heure était tout à fait éloquent. C'est-à-dire que faire de l'activité physique va, si vous voulez, surtout réussir à le faire. Et c'est là qu'on va sans doute avoir un point déterminant de discussion tout à l'heure, c'est comment faire l'activité physique. Voilà. Quand on réussit à faire de l'activité physique à quelqu'un qui se sent nul et incapable de le faire. Moi, c'est souvent le cas. Quand je contacte des personnes, vous verrez, je vais vous présenter des études qui ont été menées à Reims et que j'ai dirigées sur la région de Reims. Lorsque je contacte des personnes souffrant de dépression et que je leur dis, voilà, je vous propose de faire quelques semaines d'activité physique, quelques jours, ah ben non, vous n'y pensez pas, moi je ne suis pas sportif, je ne vais pas y arriver. Mais si. Alors, évidemment, ça fait partie de la symptomatologie usuelle chez les personnes déprimées, on se sent nul, donc c'est normal, cette réponse-là est normale, cette attitude est normale. Mais le job consiste à dire à la personne, mais non, vous allez y arriver, parce qu'on va contrôler l'intensité à laquelle vous faites votre effort physique, on va s'assurer que c'est une intensité modérée, et donc qu'à aucun moment vous ne serez en difficulté physique et que vous allez arriver à le faire. De plus, et je crois que M. Dagnon, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a des recommandations qui existent en termes d'activité physique hebdomadaire pour le maintien de la bonne santé. Et ce sont ces recommandations qu'on va utiliser aussi dans le domaine de la santé mentale, c'est-à-dire 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 60 minutes d'activité physique un peu plus intensive. Voilà. Alors, on est très très loin des doses d'entraînement que subissent effectivement certains sportifs de haut niveau qui font des décompensations dépressives. Ça, c'est vrai. Michael Phelps, entre autres, Florent Manodou, Camille Lacour, en France, sont des gens qui ont fait des dépressions lourdes. Parce que ce sont des gens qui s'entraînent entre 20 et 35 heures par semaine. Moi, mon sport, c'était l'athlétisme. J'ai côtoyé à Reims, pendant que je m'entraînais, quelqu'un qui s'appelle Vincent Luis, qui faisait du triathlon, et qui a été sélectionné olympique 2 fois. Et Vincent Luis, lui, s'entraînait 35 heures par semaine. Entre le cyclisme, la course à pied, la natation, ça faisait 35 heures par semaine. Donc on est largement au-dessus des 60 minutes par semaine ou des 2h30 même par semaine d'activité physique modérée que la plupart des sociétés savantes recommandent internationalement. Donc oui, il y a une dose utile d'activité physique qu'il ne faut pas dépasser ou en dessous de laquelle il ne faut pas être. En fait, voilà, ça c'est... Peut-être on en rediscutera tout à l'heure. Alors pour finir, je reviens sur la partie neurobiologique que tout à l'heure nous avons un peu évoquée. Il y a beaucoup d'évidences qui montrent que la pratique d'activité physique a un rôle immédiat sur la production d'un neurotransmetteur dans le système nerveux central. Et ce neurotransmetteur, il est important, il s'agit de la sérotonine. Il est important par rapport aux gens qui souffrent de dépression, puisqu'il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui ont démontré qu'il y a un déficit de production sérotoninergique dans le cerveau de personnes souffrant de troubles dépressifs. Alors, comment sait-on que la pratique d'activité... Alors,
je tiens aussi à préciser que les médicaments antidépresseurs, la plupart d'entre eux visent l'augmentation de la disponibilité de la sérotonine dans le système nerveux central. Je pense par exemple au Prozac, qui est un des médicaments les plus connus. C'est son mode d'action, c'est ça. Comment sait-on, disais-je, que l'activité physique a des effets immédiats sur la production et la libération de sérotonine dans le système nerveux central? On le sait avec des modèles animaux. Oui, ça, on peut passer. Juste, je voudrais montrer cet exemple de recherche qui était mené par des collègues en Belgique, puisqu'évidemment, chez les humains, on ne peut pas faire ça, mais chez les animaux, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on fait faire de l'activité physique forcée à des animaux comme des rats, et en même temps qu'ils font de l'activité physique, sur un tapis qui va se mettre en activité tout seul, et on immobilise évidemment le rat avec ici au collet pour qu'il ne puisse pas s'échapper, et donc il est obligé de suivre le tapis, donc il fait de l'activité physique qu'on appelle forcée. Quand on règle la vitesse du tapis pour que ça corresponde à une intensité modérée d'effort physique pour un rat, donc ici c'est 12 mètres par minute pendant 1 heure, eh bien on va en même temps, regardez ici, utiliser une technique qui s'appelle la microdialyse intracérébrale, qui consiste à introduire une sorte de sonde microscopique dans le système nerveux central du rat et qui nous permet d'avoir une idée des échanges et de molécules qui se produisent en temps réel. Et donc, lorsqu'on fait ça, enfin, c'est pas moi, hein, je me mets pas dedans, mais mes collègues, Romain Meusen et son équipe sont spécialisés là-dedans. Ici, vous avez le niveau de 3 neurotransmetteurs qu'on appelle les monoamines, mais bon, peu importe. Il y en a un qui va nous intéresser pour nous, c'est la sérotonine en bleu. Donc vous voyez ici, c'est avant l'effort, les 3 barres là sont réglées à 100%, c'est le niveau de base. Là, vous avez juste après les 1 heure d'effort, on voit que le niveau de sérotonine est augmenté de 70 à 75% par rapport à juste avant de faire de l'activité physique. C'est une augmentation substantielle, 75%. Cette augmentation, elle est encore visible 40 minutes après la fin de l'activité physique, même 60 minutes après. Et en fait, quand on regarde le graphique, on revient à des niveaux de base uniquement à partir de la 100e minute qui suit la fin de l'effort physique. Donc on présume que chez l'humain, ça marche pareil. On n'est pas sûr, mais on pense que ça marche pareil. Donc faire un effort physique d'intensité modérée, d'environ 40 minutes à 1 heure, va accroître la production immédiatement dans le système nerveux central de sérotonine, qui va être du coup plus disponible, et ce, pendant environ 1h30 après la fin de votre effort physique. Bon alors, bien sûr, tout ça c'est de la théorie, et il est quand même important de vérifier que ça fonctionne chez les gens, des vraies personnes, des humains, en chair et en os, et qui ont des problèmes de santé psychique. Alors là, je présente d'abord sur cette diapositive ce qu'on appelle une méta-analyse. Et si vous voulez, c'est une synthèse de toutes les recherches mondiales qui sont disponibles et qui ont été menées de façon rigoureuse. Alors ce qu'on va appeler de façon rigoureuse, c'est quoi? C'est des recherches dans lesquelles on va prendre des gens souffrant de dépression. Certains vont faire de l'activité physique, d'autres non, ce qu'on va appeler le groupe contrôle. Et puis on va mesurer le niveau de dépression avec des outils validés avant et après la pratique du programme d'activité physique. Mais on va le faire aussi chez ceux qui n'ont pas reçu la pratique d'activité physique, puisqu'il est évidemment possible que la dépression se résolve de façon un peu spontanée, ou en tout cas diminue avec le temps. Donc c'est pourquoi il est tout à fait important d'avoir une comparaison avec des gens qui ont juste leur vie normale sans faire de sport, ce qu'on appelle les gens d'un groupe témoin. Donc il y a au total... Est-ce qu'on peut peut-être passer la diapositive? Appuyer sur le... Merci beaucoup. Il y a à ce jour 41 études qu'on appelle des essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, comparaison entre des gens qui vont faire du sport et d'autres qui n'en font pas, mais qui ont tous à la base le même profil de personnes déprimées, bien sûr. 41 études ont été résumées par mes collègues. C'est une synthèse récente, elle date de 2023. Ça représente environ 2000 patients. Et il y a un effet antidépresseur avéré, puisqu'on trouve, mes collègues trouvent une taille d'effet à moins 0,9. J'ai mis, sans vous noyer de détails statistiques, que déjà le moins, ça veut dire que ça fait baisser les symptômes de dépression, ce qui est donc une bonne nouvelle. Et à partir du moment où on a au moins 0,7, ce qui est le cas ici, puisqu'on a 0,95, on peut dire que la taille d'effet, elle est forte. Donc là, on sait, d'un point de vue international, que c'est d'ailleurs ce que disait M. Dagnon tout à l'heure, la pratique d'activité physique, la science reconnaît
de façon officielle que c'est efficace. Alors, soit pour prendre en charge des gens qui ont des troubles dépressifs sans autre type d'accompagnement, soit pour accélérer le rétablissement des gens qui ont déjà une psychothérapie ou qui suivent un traitement médicamenteux. Les modalités les plus courantes de pratique d'activité physique, je les ai mises en dessous, c'est des programmes de 4 à 10 semaines, mais on peut trouver des programmes qui durent plus ou moins, qui contiennent au moins 2 séances par semaine, ça c'est important de le dire, puisqu'on a beaucoup d'études dans lesquelles il n'y avait qu'une seule séance semaine et on ne trouve pas d'effet. Donc 2 à 5 séances par semaine. La durée des séances est plutôt courte, 25 minutes à 45 minutes généralement. Et l'intensité des efforts qu'on demande aux gens, ce n'est pas une intensité élevée, c'est soit modéré, soit vigoureux pour les publics les plus jeunes, mais en tout cas, c'est jamais sous-maximal ou maximal, et c'est jamais non plus faible ou très faible. C'est soit modéré, soit vigoureux. Ce qui correspond, si vous voulez, d'un point de vue, pour vous repérer, ça correspond à une intensité conversationnelle. C'est-à-dire que vous êtes encore capable de discuter pendant que vous faites votre effort physique. Est-ce qu'on peut peut-être... Merci. Alors, quelques points pour dire que l'effet est plus net, et on revient sur des choses que j'ai entendues aussi tout à l'heure. Lorsque le programme est encadré, c'est important de prendre conscience de ça. Quelqu'un qui souffre de dépression et quelqu'un qui, d'un point de vue universel, n'a pas les ressources suffisantes, surtout si la dépression est modérée ou sévère, pour se prendre en charge par lui-même pour aller faire de l'activité physique. C'est très difficile. Et donc, il est tout à fait important, et je crois qu'il y avait même une réaction de quelqu'un dans le public qui disait ça, d'accompagner, de faire avec. Et c'est ça qui va ensuite certainement déclencher l'envie de poursuivre. Mais en tout cas, c'est crucial. La recherche montre ça. C'est-à-dire que si vous vous contentez de prescrire à distance un programme, tiens, tu vas faire de l'activité physique depuis chez toi chaque soir, en fait, ça ne marche pas. Les gens ne le font pas. Par contre, oui, si vous êtes présent, que vous accompagnez les personnes, vous allez voir dans les études que j'ai présentées, c'est ce qui s'est passé. Alors là, oui, ça fonctionne. Puisque on arrive à quand même motiver de façon un peu plus performante les gens quand on est présent avec eux. Je voudrais juste revenir un instant sur la diapo précédente, s'il vous plaît, merci. Un point aussi un peu contre-intuitif. La recherche ne montre pas que faire du sport en groupe par rapport à faire du sport seul est plus efficace. Je sais bien que sur le terrain, ce n'est pas tout à fait ça qu'on voit. Pourtant, la recherche échoue à démontrer que... Alors, seul avec un moniteur versus en groupe avec un moniteur. Donc quand je dis seul, ça veut dire quand même qu'il y a quelqu'un pour encadrer vos séances. Donc vous n'êtes pas vraiment seul, vous êtes avec un moniteur. Mais les études qui ont comparé, si vous voulez, les protocoles de recherche dans lesquels il y avait uniquement une personne avec un moniteur ou alors un petit groupe avec un moniteur, ces travaux ne montrent pas de bénéfices plus importants lorsqu'il y a un petit groupe. Et puis enfin, il y a quelques études qui ont évalué l'efficacité d'un programme d'activité physique seul pour des gens sévèrement ou modérément déprimés avec une thérapie de première intention, c'est-à-dire un antidépresseur ou une psychothérapie. Et on trouve qu'il n'y a pas d'infériorité de l'activité physique par rapport à ces traitements de première intention que sont l'antidépresseur ou la psychothérapie. Voilà, alors maintenant donc, ça c'était une synthèse. Je vais vous présenter 2 études de terrain que j'ai menées avec quelques collègues sur la région Reims et Châlons-en-Champagne, donc c'est la Marne en fait. Cette première recherche a été publiée en 2016 et elle a été menée sur un public particulier, c'est-à-dire ce sont 35 personnes qui ont été hospitalisées à l'établissement public de santé mentale de Châlons parce qu'elles avaient un niveau de dépression sévère. Et ce sont des gens donc, qui non seulement avaient un niveau de dépression sévère, mais pour qui c'était le premier épisode de dépression sévère. Et donc, ce sont des gens qui recevaient un traitement médicamenteux, mais qui étaient au tout début de leur traitement. Donc, pour qui le traitement n'avait pas encore fait d'effet. C'est-à-dire qu'il y avait moins de 15 jours que le traitement avait démarré. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, un traitement médicamenteux, il faut attendre généralement 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc là, on a des gens qui sont, entre guillemets, un peu livrés à eux-mêmes, même si le mot est violent, puisque à l'EPSM, il y a quand même des visites régulières d'un psychologue ou d'un psychiatre. Et puis, il y a une thérapie qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire que les patients participent à la vie de l'établissement. Mais ce sont des gens dont on sait que, pour le moment, puisqu'ils sont au début de leur traitement, le médicament ne fait pas encore d'effet. Et c'est ces gens-là qu'on a pris dans notre recherche.
Alors ces personnes, on les a, voilà, ce sont des gens des adultes d'âge moyen, on les a séparés, oui vous pouvez passer, on les a séparés en 3 groupes. Un groupe de personnes, 14 sur 35, ont fait chaque jour, pendant 10 jours, le soir, environ 30 minutes d'activité physique qui était de la forme de marche rapide ou course à pied lente. En fait, on alternait un peu les deux. C'était contrôlé, l'intensité de l'effort, avec des cardio-fréquence-mètres. Et ça, c'est important, je vous le disais tout à l'heure, on fait ça pour éviter que les gens soient en sur-régime. Parce qu'évidemment, quand c'est trop difficile, on arrête. Et puis si on arrête, c'est catastrophique. Ah vous voyez, ça confirme ce que je pensais de moi, je suis incapable, j'arrive à rien, je fais rien. Bon, là, on a tout perdu, hein, on a tout faux si on fait ça. Donc, il est tout à fait capital de contrôler l'intensité à laquelle l'effort est réalisé, c'est ce qu'on a fait. Il y avait un deuxième groupe qui faisait un semblant de sport, c'est-à-dire qu'on leur faisait croire qu'ils faisaient du sport. Mais l'intensité de l'effort était largement inférieure à 2 fois la dépense énergétique de repos. C'est un peu comme ça qu'on considère qu'une activité devient physique, c'est à partir du moment où il y a 2 à 3 fois les dépenses d'énergie du repos. Et donc on leur faisait croire qu'ils faisaient du sport, on leur demandait de venir en tenue de sport, dans une salle où il y avait des tapis de gym, et on leur disait, voilà, vous faites des étirements. On animait les séances, donc étirements de différents groupes musculaires, hein, donc les cuisses, les mollets, le dos, les épaules, bref. On faisait des séances identiques, 30 minutes chaque soir, en faisant croire que c'était du sport. Donc c'est pour ça que je l'appelais sport placebo. Et puis il y a un dernier groupe, ils étaient 11 dans ce groupe-là. Un dernier groupe de patients, c'était des patients qui ne recevaient rien d'autre que leurs soins usuels à l'établissement public de santé mentale. Voilà. Le cadre étant posé, peut-être on peut passer maintenant la diapo. Alors oui, je l'ai dit, on va peut-être passer ça en fait. Les séances de sport se déroulaient dans le parc. Il y a un parc à l'EPSM de Châlons-en-Champagne qui est assez grand. Le tour fait 2 km environ. Il est assez arboré, donc il y a possibilité de faire ça. On a fait ça dans le parc pour ceux qui étaient dans le groupe numéro 1. Et c'est moi qui étais le moniteur. Ensuite, on peut passer au deuxième encadré. Merci beaucoup. Ça, c'est donc pour les gens qui faisaient des étirements, le sport placebo. Donc ça, par contre, ça, c'était dans une salle. Pareil, par petits groupes. Il y avait un moniteur. Là, c'était ma collègue Élise Neff. Vous avez vu, on était 2 auteurs sur le papier qui était publié. Et c'est elle qui animait les séances. Elle faisait des séances d'étirement. Voilà. Le dernier groupe, bien sûr, il n'y a rien à dire parce qu'il ne faisait rien de spécial. Alors, on va passer peut-être au questionnaire que nous avons utilisé. C'est une évaluation des symptômes de dépression que nous avons utilisé et qui s'appelle l'échelle de Beck, l'échelle de dépression, l'inventaire de dépression de Beck. Beck Depression Inventory, BDI. Ça contient 21 questions et comme vous pouvez le voir rapidement, peut-être que vous pouvez appuyer sur la touche entrée pour qu'on puisse avoir encore une fois, merci. En fait, sur chaque question, vous devez entourer un chiffre qui correspond à comment ça vous décrit le mieux, en fait. Voilà, sur les 8, 10 derniers jours, à quoi vous ressemblez le plus pour chaque question. Vous entourez un chiffre. Vous voyez qu'à côté de chaque proposition, il y a un petit chiffre 0, 1, 2 ou 3. Et il y a 21 questions au total. Donc au final, les gens peuvent avoir, plus le chiffre est élevé, plus ça indique une sévérité, une intensité élevée du symptôme. Hein. Donc les gens peuvent avoir entre 0 et 63 sur ce questionnaire. Et on a des grilles d'interprétation que j'ai ici mises sur ma diapositive. Donc, en dessous de 14 points, on considère qu'il n'y a pas d'état dépressif. À partir de 14 jusqu'au 20 à peu près, on va qualifier l'état dépressif de mineur, de 20 à 30 pour faire approximativement. L'état dépressif est modéré, puis au-dessus de 30, il est sévère. Donc ce questionnaire, tout le monde l'a rempli dans cette étude, avant et après notre intervention qui, je le rappelle, durait 10 jours d'affilée. Voilà, on peut passer. Monsieur Legrand, je me permets de vous dire qu'on est dans le sprint final. Ok, ça marche. Voilà, si vous Très bien. Merci beaucoup. Je présenterai que cette étude et pas la deuxième. C'est pas grave. Juste pour vous montrer les résultats. Alors, on voit peut-être pas bien, mais il y a 2 barres en fait à chaque groupe. Ces gens-là, c'est ceux qui ont fait l'activité sportive. Vous avez en noir leur niveau de dépression au début de l'étude. Donc, c'est 35 points en moyenne. D'ailleurs, les autres aussi, hein. Dans ceux qui ont fait des étirements, au début, on est en moyenne à 36, 35, 36 points. Et ceux qui n'ont rien fait du tout pendant l'étude, ils étaient également à 35 points. Ce n'est pas étonnant, parce qu'ils étaient hospitalisés à cause de ça, hein, de toute façon. Et donc, tous avaient un niveau de dépression sévère. Après nos 10 jours, nous voyons que dans le groupe qui a fait du sport, on n'est plus à 35, mais on est plutôt à 19 points. Ceux qui ont fait des étirements, ça a baissé aussi.
Est-ce qu'on peut rappuyer une fois sur la touche entrée? Merci. Et puis encore, voilà, une fois là et une fois là. Et ça a baissé également dans le groupe qui a fait des étirements, puisqu'on est passé de 35 à 26 points. Et dans le dernier groupe, ça a baissé légèrement de 16%. Juste ces chiffres-là, petit p, vous indiquent si c'est statistiquement important ou pas. Quand on voit que c'est plus petit que 0,05, ça veut dire que oui, c'est important. Donc il y a deux groupes pour lesquels on a une baisse des symptômes. C'est le groupe qui a fait le vrai sport, entre guillemets, mais celui qui a fait les étirements aussi. Néanmoins, on voit que la quantité de réduction n'est pas la même. Là, on a presque 50% de réduction des symptômes, et là, c'est 26%. Voilà, j'arrête. Et puis, on échange... Comme ça laisse un petit peu de place pour une ou deux questions. Est-ce que dans la salle... Oui, monsieur Devaux. Merci beaucoup, monsieur Lecomte. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une question par rapport au manque de sommeil, le manque de sommeil de 36 heures imposé. Je voulais savoir, moi, quand j'étais adolescent, j'étais très déprimé, je me scarifiais, je prenais des médicaments et tout ça. Et j'étais beaucoup en dépression aussi. Mais moi, je faisais 3 à 4 nuits blanches par semaine, volontairement. Oui. Est-ce que c'est une mise en garde par l'organisme de faire des fois des nuits blanches? Alors, par rapport aux cures de privation de sommeil, je veux dire deux choses. La première chose, c'est qu'en France, on l'utilise très peu. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que... Alors, j'y viens. Les recommandations des pays dans lesquels c'est utilisé, c'est de faire une seule fois, généralement tous les mois, on a le droit à une cure. Et donc, c'est supervisé médicalement. Déjà, on ne fait pas ça chez soi, on fait ça sous supervision d'un personnel de santé. C'est efficace, mais avec une durée d'efficacité limitée. Et je pense que répéter, comme ce que vous m'expliquez, une cure de privation de sommeil 2, 3, 4 fois par vous-même, chez vous, c'est pas indiqué. Dernière question. Bonjour, je me permets juste une petite correction. Je ne suis pas sûre, aujourd'hui on le sait depuis les dernières études scientifiques, je ne sais pas si c'est par les images d'IRM fonctionnelles ou quoi, qu'en fait la dépression ne serait pas liée plutôt à un déficit de sérotonine, mais à un problème de la recapture de la sérotonine. C'est plus ça aujourd'hui. Et moi je voulais vous interroger sur, entre guillemets, les traitements un peu expérimentaux de type kétamine et consommation de psilocybine. Oui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France? Est-ce que c'est testé? Ça l'est en Allemagne ou en Suisse? Est-ce que c'est, je crois que la kétamine est appliquée. Enfin voilà, si vous pouviez décrire un petit peu. Merci. Alors, mon collègue Philippe Gorwood, par exemple, sur Paris, fait beaucoup de travaux là-dessus. La kétamine est un antidépresseur de toute nouvelle génération qui est efficace, puisqu'en une semaine, on obtient des résultats assez spectaculaire en termes de réduction de dépression. La kétamine, on sait qu'elle a un effet direct sur la production de BDNF que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc le facteur de croissance neuronale. Et c'est d'ailleurs assez troublant, puisqu'on voit que l'activité physique, aussi on l'expliquait tout à l'heure au travers des recherches récentes, grâce à la contraction musculaire répétée, libère de l'érysine qui elle-même stimule la production de BDNF. Et on a des effets également très rapides qui se mettent en œuvre de façon tout à fait parallèle à la kétamine. Donc très certainement que l'activité physique a un effet favorable, non seulement d'ailleurs sur le trouble dépressif, mais aussi sur les maladies neurodégénératives, grâce à cet effet en fait, de la BDNF, comme pour la kétamine.